Au Mozambique, le principal parti d'opposition a exigé la démission immédiate du président Filipe Nyusi. Le chef de l'État mozambicain est accusé d'avoir bénéficié de financements illégaux dans le cadre d'un scandale financier. En Éthiopie, la coalition au pouvoir resserre ses rangs. 3 de ces 4 partis décident de fusionner en une seule formation politique. L'objectif de cette réforme est de mieux affronter les élections générales de 2020. Et puis les Bissau-Guinéens iront aux urnes dimanche pour élire leur président après plusieurs mois de crise politique. Mais malgré une campagne électorale tapageuse, une certaine inquiétude du lendemain habite les électeurs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mozambique, le principal parti d'opposition a exigé ce vendredi la démission immédiate du président Filipe Nyusi. Le chef de l'État mozambicain est accusé d'avoir bénéficié de financements illégaux dans le cadre d'un scandale qui a plongé le pays dans une grave crise financière. Les détails. Le principal parti d'opposition mozambicain a exigé ce vendredi la démission immédiate du président Filipe Nyusi, accusé d'avoir bénéficié de financements illégaux dans le cadre d'un scandale qui a plongé le Mozambique dans une grave crise financière. La Renamo estime qu'un refus du chef de l'État de démissionner sera la preuve qu'il reste au pouvoir pour escroquer les contribuables mozambicains et protéger son parti et tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire. Le parti a notamment exigé que le parquet général mozambicain utilise tous les moyens constitutionnels et légaux possibles pour faire éclater la vérité. Filipe Nyusi a été mis en cause par un homme d'affaires libanais, Jean Boustany, jugé depuis mi-octobre devant un tribunal fédéral à New York. La justice américaine l'accuse d'avoir versé des dizaines de millions de dollars à de hauts responsables du régime de Maputo pour obtenir en 2013 et 2014 des contrats de livraison de navires de pêche et de patrouilleurs militaires. Ce mercredi, l'homme d'affaires libanais a identifié à la barre le chef de l'État mozambicain dans une liste codée de bénéficiaires présumés de commissions occultes. L'enquête de la police fédérale américaine FBI a évalué à $1 million la somme supposée affectée au président mozambicain. Lors de son interrogatoire mercredi, Jean Boustany a également affirmé que $4 millions avaient été versés en 2014 pour la campagne du Frelimo, le parti au pouvoir. En Éthiopie, la coalition au pouvoir resserre ses rangs. 3 de ces 4 partis ont décidé de fusionner en une seule formation politique. L'objectif de cette réforme est de mieux affronter les élections générales de 2020. Le nouveau parti créé pour succéder au Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien s'appellera le Parti de la prospérité, a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed. Sur son compte Twitter, il a précisé que la décision unanime prise ce jeudi de fusionner le parti est une étape cruciale afin de travailler à une vision. Le Parti de la prospérité est déterminé à renforcer et mettre en œuvre un système véritablement fédéral qui reconnaisse la diversité et les contributions de tous les Éthiopiens, a-t-il indiqué. Sur les 4 formations politiques de la coalition, une a boycotté la rencontre. Il s'agit du Front de libération des peuples du Tigré, qui évoque les risques d'amenuisement de son influence politique. Bien que les Tigréens ne constituent plus que 6% de la population, ils ont ainsi longtemps disposé d'un pouvoir sans commune mesure avec leur importance numérique. Des manifestations anti-gouvernementales menées à partir de la fin de 2015 par les Oromo et les Amara, les 2 principales ethnies du pays, ont mis en péril la position dominante du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien et débouché sur l'arrivée au pouvoir de Abiy Ahmed. Depuis lors, le Front de libération des peuples du Tigré a perdu l'essentiel de son pouvoir, au point que pour les analystes, l'inimitié entre les Tigréens et Abiy Ahmed signifiait que la coalition n'existait plus que sur le papier. Les Bissau-Guinéens iront aux urnes dimanche pour élire leur président, mais malgré une campagne électorale tapageuse dans une ambiance généralement bonne, une certaine inquiétude du lendemain habite les électeurs. Des précisions à travers cet élément.
Tous les Bissau-Guinéens interrogés avant le premier tour du scrutin de dimanche ne redoutent pas un énième coup de force. Ils sont préoccupés des conditions de vie quand plus d'un tiers de la population vit avec moins d'$1 par jour. Ils sont soucieux de travail, de santé, d'éducation. Mais la stabilité est un enjeu majeur. Sans elle, les 1,8 million d'habitants peuvent faire une croix sur les réformes nécessaires pour espérer guérir des maux comme une pauvreté extrême, une corruption répandue et l'emprise alarmante du trafic de drogue. De la stabilité, l'ancienne colonie portugaise n'en a guère connu depuis l'indépendance de 1974. 4 coups d'État, une kyrielle de tentatives de putsch et de chute de gouvernement ont agité son histoire récente. La crise en cours au sommet du pouvoir a fait douter jusqu'au bout de la tenue de la présidentielle. Des posters géants des 12 candidats s'affichent, eux, bel et bien dans les rues parcourues en trombe par des voitures et des motos ornées de drapeaux. Les favoris de l'élection sont des acteurs des crises des dernières années, à commencer par le sortant José Mario Vaz et son premier ministre Domingos Simeos Pereira, chef de l'historique Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, formation dominante au Parlement. Les deux promettent de respecter le résultat des urnes. Les États ouest africains, médiateurs historiques en Guinée-Bissau et d'autres ont dépêché leurs observateurs. Près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes de 7h à 17h. Les premières tendances sont attendues en début de semaine. La date du 29 décembre a été retenue pour un second tour, hautement probable. Restons en Guinée-Bissau où le premier tour de l'élection présidentielle est prévu dimanche prochain. Un scrutin qui se tient après plusieurs mois de crise politique dans ce pays qui a depuis toujours été l'un des plus instables du continent africain. La Guinée-Bissau, où se tient dimanche le premier tour d'une élection présidentielle à l'issue incertaine, fait partie des États les plus instables en Afrique. Cette ancienne colonie portugaise est devenue indépendante en 1974 après une longue guerre de libération menée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, PAIGC, d'Amilcar Cabral. Depuis, le pays a connu 4 putschs, 16 tentatives de coup d'État et une valse des gouvernements. L'actuel président José Mario Vaz a été élu en 2014. Sa présidence a vécu elle aussi au rythme des changements de Premier ministre, de la confrontation avec l'historique et prédominant PAIGC et son chef, Domingos Simoes Pereira, et des efforts de médiation des États ouest-africains. Petit pays de l'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 36 100 km², la Guinée-Bissau, constituée d'une partie continentale et de l'archipel Bijagos, compte 1,87 million d'habitants. La principale filière d'exportation du pays est la noix de cajou, dont il est le 3e producteur africain et dont les recettes fiscales représentaient en 2017 près de la moitié de son budget. En 2017, la croissance du PIB s'est établie à 5,9%, mais l'activité a ralenti en 2018 à environ 3,8% en raison d'une moindre production de noix de cajou provoquée par un climat défavorable et une baisse des prix. En Algérie, à 3 semaines de l'élection présidentielle, les manifestants continuent de rejeter le scrutin dans les conditions actuelles, en plus des marches qui ont lieu tous les mardis et tous les vendredis depuis plusieurs mois. Une manifestation a eu lieu dans la soirée d'hier jeudi dans la capitale, Alger. Reportage. Quelques centaines d'Algériens sont descendus ce jeudi soir dans la rue à Alger pour refuser la tenue de la présidentielle du 12 décembre prochain. Ceci malgré les arrestations la veille lors d'une manifestation similaire et l'inculpation de 29 manifestants. Environ 300 personnes scandaient « On aura la liberté, on ne fera pas marche arrière » pour dénoncer l'organisation de ce scrutin par un régime dont le mouvement inédit de contestation né en février exige le démantèlement total après avoir obtenu la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président depuis 20 ans. Une trentaine de personnes ont été arrêtées. Depuis le début de la campagne électorale dimanche dernier, les réunions des candidats pourtant placés sous forte protection policière sont régulièrement perturbées par des manifestants qui dénoncent un scrutin visant à pérenniser le système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962. À Tiaré, 25 personnes qui tentaient de perturber ce jeudi une réunion électorale de Ali Benflis ont été arrêtées selon l'agence de presse officielle. Elles ont toutes été relâchées depuis, selon le Comité national de libération des détenus. Toujours ce jeudi, Amnesty a dénoncé un climat de répression
et de restrictions aux libertés d'expression dans lequel se déroule la campagne électorale. En bref, en République démocratique du Congo, plusieurs dizaines de manifestants ont visé un camp des Nations Unies ce vendredi à Beni, dans l'est du pays. Un mouvement de colère face au massacre attribué aux miliciens ADF violemment dispersés par la police. Les forces de sécurité congolaises ont tiré des balles réelles et des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser ces manifestants. Les manifestants qui ont arraché des fils barbelés protégeant le camp de la mission des Nations Unies au Congo, au MONUSCO, à l'entrée de Béniville, dénonçaient l'impuissance de l'ONU et de l'armée congolaise contre les massacres des miliciens ADF qui ont tué plus de 60 civils dans la région depuis le début du mois de novembre. Au moins 8 soldats burundais ont été tués lors de l'attaque dans la nuit de samedi à dimanche dernier d'une position avancée de l'armée près de la frontière avec le Rwanda. En attendant d'identifier les assaillants, des partis politiques du Burundi proches du pouvoir accusent le Rwanda d'être derrière cette attaque. L'attaque n'a pas été revendiquée et l'identité des assaillants, un groupe armé très bien équipé, selon les autorités burundaises, reste encore à déterminer. Les premiers soldats qui sont arrivés sur place dimanche ont retrouvé 8 corps de soldats tués, 15 rescapés, dont des blessés ont été également retrouvés par la suite. Mais le reste de la compagnie est porté disparu, a précisé une source. Les partis politiques agréés du Burundi accusent le Rwanda d'être derrière ces attaques. Les partis politiques agréés, signataires du présent communiqué, lancent un vibrant appel à tous les Burundais d'être prêts à se mobiliser pour prêter main forte en cas de besoin aux forces de défense nationale en cas d'agression militaire étrangère. La compagnie dont les soldats ont perdu la vie était composée d'environ 90 militaires. Elle occupait un poste avancé dans la commune de Mabayi. Nos soldats ont été surpris par des assaillants équipés de gilets pare-balles et de lunettes de vision nocturne qui ont totalement anéanti cette position. Nous pensons que ce ne sont pas de simples rebelles qui en sont responsables, a précisé un haut gradé. Il s'agit de la plus importante et de la plus meurtrière attaque dirigée contre l'armée depuis 2015. Si ce genre d'agression venait à se répéter, ils n'hésiteront pas à encourager le gouvernement du Burundi à la réplique et au recours du droit de poursuite de l'ennemi. Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat controversé. Il avait été réélu en juillet de la même année. L'Union européenne est préoccupée par la situation politique au Zimbabwe. Elle a estimé que l'état de droit s'est dégradé dans le pays, avec notamment l'arrestation d'activistes politiques. Voici les détails. Les nombreuses arrestations au Zimbabwe inquiètent les représentants de l'Union européenne en déplacement dans le pays. Dans un document préparé pour ces diplomates en prélude au pourparlers de Harare entre autorités zimbabwéennes et ses représentants, l'Union européenne a souligné que les arrestations et enlèvements de plusieurs hommes politiques constituent de sérieuses entraves à la démocratie au Zimbabwe. L'institution s'inquiète également de la lenteur des réformes politiques à Harare, surtout la conformité de certaines lois avec la constitution adoptée en 2013. L'Union européenne avait retiré son aide budgétaire au pays en 2002 suite aux sanctions imposées au gouvernement du défunt Robert Mugabe, qu'elle accusait de violence politique, de violation des droits de l'homme et de fraude électorale. Les discussions de cette semaine entre l'Union européenne et les autorités zimbabwéennes sont considérées comme un pas important vers une reprise des aides financières de l'UE pour le pays. Julie Moyo, ministre des Affaires étrangères par intérim, a déclaré que les discussions qui portent sur toutes les questions difficiles sont soutenues par le président Emmerson Mnangagwa. Déjà le mois dernier, le chef zimbabwéen avait décrit les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis contre son pays comme un cancer. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.